Donc cette table ronde, le sujet en est prévenir et guérir les enjeux de santé publique. L'objectif, bien entendu, c'est pas de dire qu'il y aurait d'un côté les gentils et les méchants, ou d'un côté ceux qui veulent, qui aiment le vin et ceux qui ne l'aiment pas, ou alors ceux qui voudraient empêcher de boire. Asseyez-vous, je vous en prie. L'objectif de cette table ronde, c'est d'essayer, après le jingle, donc je disais que l'objectif de cette table ronde, c'est deux choses pour moi, après on verra. C'est d'abord d'essayer de cerner, de faire un état des lieux des méfaits du vin, parce qu'il y en a, on l'a dit depuis ce matin, et puis c'est aussi d'essayer donc d'approcher cette réalité de l'addiction. Et puis le deuxième enjeu peut-être de cette table ronde, c'est d'essayer de tourner, et là aussi depuis ce matin, on essaye d'épuiser ces questions, c'est la problématique de la modération, les problématiques de prévention, d'efficacité, et donc justement cette question de savoir si modération ou raison, enfin bon, il y a énormément de débats et on les a un peu esquissés depuis le début. Alors ce que je suggère, c'est que nos invités, d'abord que je remercie beaucoup, parce que c'est pas évident. Ici, on est plutôt avec un public, et on l'a vu, de passionnés, de gens qui aiment le vin, soit qu'ils sont professionnels, soit qu'ils sont amateurs. Et nous avons autour avec nous cet après-midi des gens dont le métier, à des degrés divers, c'est d'essayer justement de prévenir ou de guérir les méfaits d'un excès de vin. Donc, c'est vrai que je les remercie d'être venus jusqu'ici. Et deuxièmement, c'est vrai que leur situation à eux est peut-être moins confortable que celle de certains d'entre nous qui, effectivement, n'ont pas cette tâche que d'essayer de prévenir et guérir. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je dis notamment ça pour Agnès Buzyn, qui va d'une certaine manière représenter la santé publique, parce que les autres sont des médecins qui agissent à titre privé, on va dire, dans le champ de leur activité professionnelle. Agnès Buzyn, elle, représente donc l'Institut national du cancer. Merci encore beaucoup d'être venue ici, madame. Et je le dis parce que ce n'était pas aussi évident. Tout à l'heure, Didier Nourisson parlait d'associations qui militent contre le vin. Et je peux vous dire, je peux témoigner que certains d'entre eux, donc on ne va pas les accabler parce qu'ils ne sont pas venus, mais ont tout fait pour que ce débat n'existe pas, comme si, effectivement, ça intéressait tout le monde. Donc, en gros, qu'il y ait d'un côté ceux qui aiment le vin et de l'autre côté ceux qui ne l'aiment pas. Il y aurait d'un côté les irresponsables et effectivement, ça a été dit ce matin, je crois, par Pierre Arditi, quand il faisait référence à ces textes incroyables que l'on a pu lire dans la presse américaine, deux responsables d'associations françaises qui prétendent que le vin est à peu près légal de la pédophilie sur le web. Il y a effectivement dans les deux camps, on va dire, des gens qui sont un peu irresponsables. Et dans ce camp-là, il y a des gens qui sont particulièrement intolérants. Et donc c'est vrai que encore une fois, merci beaucoup d'être venus pour permettre à ce débat d'exister. Alors je vais présenter nos invités. Alors peut-être que, oui, je vais commencer par donc. Alors je sais que vous m'aviez demandé de faire référence à la faculté lyonnaise à laquelle vous appartenez. Et bien entendu, j'ai déjà oublié. Claude Bernard. Donc Françoise Mornex vient de Lyon. Elle est cancérologue. Elle est évidemment médecin, professeur, et donc elle vient de Lyon, l'université Claude Bernard. Je crois que c'est important parce que vous allez en parler tout à l'heure. Agnès Buzyn, je l'ai dit, vous aussi vous êtes médecin, vous représentez l'Institut national du cancer. À côté de vous, il y a monsieur Henri Gomez qui, lui, est médecin également, et addictologue. Madame Laure, j'ai oublié votre prénom, j'en suis absolument confus, c'est Juliette, je n'aurais pas dû l'oublier. Juliette, donc vous, d'une certaine manière, vous allez représenter les malades, les anciens alcooliques. Et puis donc Gérard Osterman, qu'on ne représente plus ici à Bordeaux, puisque non seulement il est bordelais, mais en plus de ça, c'est un addictologue que l'on voit très souvent sur les plateaux de télévision et qui raconte des choses. Alors, on était un peu convenu d'un tour de table qui était à peu près le suivant. C'est que j'aurais voulu qu'on pose d'abord la situation, qu'on essaie de faire un état des lieux, et puis qu'ensuite, on passe à un deuxième aspect des choses,
c'est qu'évidemment, il y a quand même un mystère dans ce produit extraordinaire qui est à la fois un ami du genre humain depuis quasiment 6000 ans, mais qui peut aussi être un ennemi du genre humain. Il y a un aspect extraordinaire, c'est que même si le vin aujourd'hui, on n'en a plus besoin pour s'alimenter, l'homme n'a pas besoin de vin et pourtant il continue d'en boire et parfois, hélas, d'en boire trop. Donc peut-être qu'on va essayer de cerner donc, ces problématiques de santé publique, de prévention. On vient un peu d'en parler pour voir comment effectivement raisin et raison pourraient donc demain faire bon ménage. Donc, dans un premier temps, je suggère qu'on passe la parole à Madame Buzyn. Ensuite, j'avais envisagé qu'on passe la parole à Monsieur Gomès. Et puis ensuite, bien entendu, chacun, parce qu'on a 1h30, donc c'est à la fois très court et très long, mais c'est le jeu. Vous pourrez de toute façon parler plusieurs fois. Et puis, donc, ensuite, je vous donnerai la parole à tous. Et puis, dans un deuxième temps, vous pourrez prendre la parole, les autres, là, les trois autres, pour essayer de dire ce que vous avez à dire. Donc encore une fois, ici, c'est un débat, les gens sont libres et responsables. J'espère que jusqu'à présent, tout s'est bien passé, ça va continuer. Il y a eu des propos, on l'a vu dans l'hommage à Mézène, qui sont parfois des propos durs. Je suppose que certains de ces propos ont pu peut-être même heurter. Mais donc on va essayer de mener ce débat jusqu'au bout. Encore une fois, nous, en tout cas pour ce qui concerne Le Point, nous sommes un journal pluriel, divers, attaché à la liberté. Tout le monde dit ce qu'il a à dire. Et la question qui compte, c'est la qualité des arguments. Et donc voilà, j'essaierai de veiller à ce que les choses se passent convenablement. Et bien entendu, il y aura donc un échange avec la salle. Donc Madame Buzyn, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, vous vous demandez pourquoi j'ai accepté de venir. J'ai accepté de venir parce que le devoir d'une agence sanitaire... Peut-être qu'il faut prendre mettre le micro, voilà. Voilà, le devoir d'une agence sanitaire et scientifique est d'informer la population. C'est notre unique devoir. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de venir aujourd'hui, non pas pour polémiquer ou débattre. Et les faits sont dérangeants. Le cancer est la première cause de mortalité en France. Nous nous plaignons beaucoup du fait que le nombre de cancers a beaucoup augmenté ces dernières années. Et toutes les enquêtes d'opinion que nous menons montrent que les Français n'ont aucune notion de la hiérarchie des risques qu'ils prennent pour leur santé et pensent pour beaucoup d'entre eux que s'il y a une augmentation du nombre de cancers en France ou s'il y en a beaucoup, c'est parce que nous sommes soumis à des toxiques environnementaux, au risque des centrales nucléaires, aux ondes et à je ne sais pas quoi d'autre. Or, 40% des cancers en France sont évitables par nos comportements. Et parmi ces 40%, l'alcool fait partie des facteurs de risque de cancer et c'est la raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui. Alors, on peut rappeler quelques faits. Ces faits sont désagréables à entendre. Ils n'ont pas pour but de culpabiliser qui que ce soit. Ils ont pour but d'être connus afin que chacun puisse gérer au mieux les risques qu'il souhaite prendre pour sa santé. Et l'INCa n'est pas là pour dire le bien, le mal, la morale, l'hygiène. J'ai vu tout ça dans des tribunes. L'INCa est là pour dire des faits et uniquement des faits pour que chacun choisisse ses risques. Après tout, si vous décidez de faire de l'alpinisme ou de rouler à 200 à l'heure, c'est vos risques et c'est vos choix. Ce sont vos risques et ce sont vos choix. Donc les faits sont les suivants. L'alcool est un cancérigène de niveau 1, classé par l'OMS depuis 25 ans. Et quand on dit alcool, on dit éthanol ou acétaldéhyde, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction entre vin, vodka, bière, c'est le contenu alcoolique qui compte. Donc le risque de cancer est tout à fait identique, quel que soit le type de boisson alcoolisée que nous prenons. Ça aussi, c'est désagréable pour les Français. Les cancers qui voient leur risque augmenter à cause de l'alcool ne sont pas uniquement les cancers qu'on attribue aux grands buveurs, c'est-à-dire les cancers de la bouche ou du larynx ou du pharynx qu'on connaît tous, mais l'alcool augmente également le risque de cancer du sein chez la femme et le risque de cancer colorectal, qui est quand même un cancer extrêmement fréquent et extrêmement meurtrier. Et malheureusement, et là encore c'est tout à fait dérangeant, le risque est proportionnel avec la quantité d'alcool bu. Et donc une agence scientifique ne peut pas dire qu'il y a un seuil en deçà duquel nous sommes protégés du risque de cancer. Les seuils et les normes
comme pour la vitesse sur l'autoroute, c'est le fait du législateur, ce n'est pas le fait de la science. Et donc la science ne voit pas de seuil en deçà duquel on peut dire qu'il n'y a aucun risque. D'où le fait que, effectivement, à partir d'une consommation alcoolique, même modérée, un verre par jour, on perçoit un risque accru de cancer. Il est évidemment très faible. Il est de l'ordre de 10% d'augmentation du risque de cancer du sein chez la femme à partir d'un verre par jour. Il est évidemment beaucoup plus faible que si on boit 3 verres par jour ou 6 verres par jour, mais il est perceptible en termes de santé publique et d'épidémiologie. Donc voilà les faits. Vous me demandiez de poser le tableau. Là-dedans, il n'y a aucune morale, il n'y a aucune volonté de légiférer, de faire une société hygiéniste. Après tout, chacun décide de ce qu'il a envie pour sa santé. Et par contre, nous pensons que d'informer rend les gens plus intelligents et que notre société doit être une société éclairée. Ce n'est pas une société hygiéniste. Voilà. Un peu tout ça et de parfaire ce tableau. Henri Gomes, vous êtes, on va dire, plus sur le terrain. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est effectivement, vous, votre pratique de tous les jours, quasiment, en tant qu'addictologue. Quel tableau vous seriez amené à dresser de la situation d'aujourd'hui? Oui. D'abord, je remercie les organisateurs qui nous ont permis d'avoir un débat entre citoyens, parce que finalement, c'est une occasion qui n'est pas si fréquente. Donc, merci aux organisateurs. Ensuite, la personne qui est à côté de moi vient de parler de risque. Moi, je dis que je suis un ami du risque. J'aime le risque. Je me suis risqué il y a à peu près 25 ans à m'intéresser aux personnes en difficulté avec l'alcool à partir d'une pratique de gastro-entérologue qui constatait effectivement toute une série de pathologies. Et je me suis intéressé à eux et j'ai découvert la complexité, j'ai découvert la souffrance, j'ai découvert finalement beaucoup de sens à cette relation particulière à l'alcool. Voilà. Je ne suis pas très familier des statistiques, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a environ 50% de la jeunesse qui bascule dans la culture de l'addiction et le vin n'a aucune place ou très peu de place dans cette culture. C'est une culture, à mon avis, qui est liée à l'absence de perspective et d'espoir. Et c'est aussi une culture qui joue avec le risque, mais qui peut-être se trompe en choisissant ce risque-là. Finalement, se saouler à mort, c'est choisir le moindre risque, même s'il y a des conséquences parfois préjudiciables. Et ce que je peux dire aussi, c'est que les 5% de personnes qui ont de très gros problèmes avec l'alcool, eh bien, ce sont des personnes qui sont devenues alcooliques sans le vouloir, évidemment, sans le décider, à la suite de facteurs multiples qui ont fait qu'à un moment donné, le rapport à l'alcool est devenu préjudiciable. Je pense que ces personnes-là, aujourd'hui, ne sont pas aidées. Tout à l'heure, j'entendais mon collègue de Beaurepaire parler de silence assourdissant. Je dirais qu'en matière de méthodologie et de contenu de soins, le silence est assourdissant. Voilà ce que je peux dire. Ça suffira pour le moment. Alors, essayons de rester sur l'épidémiologie et d'essayer de regarder les grandes masses. Alors peut-être que Gérard Osterman, vous pourriez apporter quelques chiffres ou en tout cas un début de précision. Bon, tout d'abord, merci. Je rejoins mon ami Henri Gomes. Merci de nous avoir invités à ce débat. Je dois la vérité dire qu'il y a 3 ans, au niveau du collège que j'ai l'honneur de présider, j'avais organisé un colloque qui s'appelait les Sarments d'Hippocrate. Vous voyez, ça donne à penser quand même sur le lien entre le viticulteur et médecine. Je tiens à préciser également que j'aime la bonne chère, que j'aime le bon vin, qui est souvent une œuvre d'art. Et j'en suis tout à fait heureux. Nous avons l'occasion hier et aujourd'hui encore d'un goûter d'excellent. Donc la position est claire là-dessus. Je fais partie de l'AMPA.
je fais partie de la Société française d'alcoolologie, mais là, je parle en mon nom propre, en tant que clinicien ayant une certaine expérience, et ce qui va être dit est 10 degrés sans alcool. Oui, enfin, il y a un jeu de mots, bon, bien sûr. Cela étant, la première réflexion qui me vient, plutôt que de donner des chiffres et d'assommer avec des chiffres, parce qu'il y a une réalité épidémiologique des dangers de l'alcool, ce n'est pas discutable. La première difficulté, vous voyez, elle vient de la notion même, on dit oui, mais il y a les malades alcooliques, et puis il y a ceux qui ne sont pas malades alcooliques. Et là, si on n'éclaire pas un peu le terrain, on ne comprend rien du tout. Pourquoi ? Parce que déjà, qu'est-ce que c'est un malade ? Alors on dit un malade, c'est quelqu'un qui a perdu la santé. Intéressant comme idée. Il a perdu la santé. Mais qu'est-ce que la santé ? Prenez la définition de l'OMS, qui est une définition folle, pardon pour les épidémiologistes. C'est un total état de bien-être physique, moral et social. Alors là, vous pouvez lever le doigt, parce qu'il y en a plein de malades ici, on est en urgence médicale. 3 500 000 chômeurs en France, il y a un problème quand même. Alors je préfère la définition d'un philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, qui a écrit Le normal et le pathologique, qui dit la santé, c'est la capacité de tomber malade et de s'en relever. Parce qu'il faut de la santé pour sortir d'un cancer du sein. Il faut de la santé pour sortir effectivement d'une dépendance alcoolique. Alors l'autre question, on dirait qu'on le prenne par le bout de la lorgnette je ne sais pas, de l'Amérique ou de l'Europe occidentale à la fin du 19e siècle avec Zola. Eh bien on rejoint ce que disait M. Nourrisson, c'est-à-dire c'était l'ivrognerie, le vice, le péché. Bon, il a fallu attendre 1950 pour que véritablement on parle de maladie alcoolique. Mais quand on a dit maladie alcoolique, on a dit quoi ? Est-ce que quelqu'un ici, dans cette pièce, peut soutenir que la maladie alcoolique est liée à un quelconque désordre biologique repérable et identifiable ? Non. Alors si ce n'est pas une maladie au sens biomédical, alors les gens disent ouais, ben, ça tire du côté de la psychiatrie, parce que vous comprenez, c'est un trouble du comportement. D'ailleurs, on dit comportement. Ah bon, alors est-ce que dans ces cas-là, le malade alcoolique, c'est un psychiatrique ? Ah ben non, c'est-à-dire, c'est pas exactement ça. D'ailleurs, la psychiatrie, qu'est-ce que c'est ? On se réfère à ce moment-là à M. Henriet, grand psychiatre français, qui définit la psychiatrie comme quoi ? Il le définit comme la médecine, la branche de la médecine qui s'intéresse à la perte du libre arbitre. Question, est-ce que l'alcoolique a perdu son libre arbitre ? Si vous répondez oui, il ne faut pas lui demander de se soigner, puisqu'il a perdu son libre arbitre. Est-ce qu'il a encore un certain degré de liberté ? Oui, il a encore un certain degré de liberté, fort heureusement, mais à la condition d'être accompagné. Ce qui nous renvoie maintenant au champ de, effectivement, l'addiction. L'addiction qui est une contrainte par corps, qui était une définition quand les Plantagenets étaient angevins et pas encore anglais. On utilisait un terme du droit romain. Henri Gomez me doit de l'argent, d'ailleurs je lui rappelle, et donc il passait au tribunal, je suis son créancier, on dit, Monsieur Gomez, vous allez faire le jardin du docteur Osterman pendant 3 mois. Contrainte par corps. Addict. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe avec le mot addiction qui est quand même très curieux. L'autre jour, je me balade dans un endroit de la surconsommation et de la surabondance que chacun connaît, ça s'appelle une grande surface. Et qu'est-ce que j'y découvre ? Un objet étrange. Il est étrange, non pas par le contenu de cet objet, il est étrange par son emballage, c'est-à-dire ce qu'il montre et ce qu'il cache à la fois. Il y avait marqué Dior Addict. Pire, ma belle-fille me dit « Ah, tu vas rencontrer Pierre Arditi, je suis addict à Pierre Arditi. » Vous comprenez ? Alors, on est effectivement aujourd'hui dans cette idée où addict devient quelque chose de désirable. De désirable. Pierre Arditi, désirable. Ah ben, alors ça, toutes les femmes ici, c'est clair, si vous voulez. Alors après, on peut discuter sur la question. On peut discuter. Mais... Voyez la réalité du problème, c'est qu'est-ce que c'est une addiction ? Et là, il faut être très très précis là-dessus. Parce qu'une addiction, je crois, c'est... il faut reprendre les définitions de Goodman, ça date de 2000, mais c'est hyper intéressant de comprendre ça. C'est que j'utilise un produit ou un comportement, une conduite, pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire que c'est une tentative d'adaptation. Autrement dit, qu'est-ce que c'est l'addiction, et en particulier à l'alcool ? C'est mettre une sensation à la place d'une émotion que je ne régule pas, et cette émotion est liée à une relation. Alors vous allez dire, oui, mais on a tous ça. Oui, parce que le cerveau est un drogué. On est tous addicts, peu ou prou, de toutes parts. Bon. Mais le problème, c'est quand on est addict à l'alcool, quand on est addict au tabac, quand on est addict au cannabis, on est addict à un objet qui fait relief et qui nous empêche de vivre. Parce que qu'est-ce que c'est la maladie addictive ? C'est une maladie qui nous empêche la relation à l'autre
et qui nous fait perdre, si vous voulez, la relation à nous-mêmes parce qu'on devient esclave. Et là, c'est une vraie souffrance. Et je salue, j'en profite pour saluer le travail de Renaud du Repère, qui a fait un travail extraordinaire d'engagement, et je tiens à lui dire d'ailleurs, j'étais un des premiers signatures de la liste de Bernard Granger par rapport à ça. Parce qu'effectivement, on est aujourd'hui dans l'inverse de l'histoire du Mediator. C'est-à-dire qu'effectivement, si on avait été un peu plus précoce à regarder les travaux d'Ameisen et à y réfléchir, peut-être qu'il y aurait eu moins de morts, et enfin, même Renaud du Repère a été même plus catégorique là-dessus. Donc vous voyez, on est déjà dans cette première problématique. Mais alors, attendez, si je vous dis que 10% de la population française a des problèmes avec l'alcool, je pose la question à vous tous, c'est un chiffre que l'on peut lire comme ça communément ici ou là, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors Gérard, oubliez ça, c'est vrai et c'est faux. Je m'explique pourquoi. Parce qu'on va tomber dans la vieille catégorie de les usagers qui sont à risque, les usagers nocifs et les dépendants. C'est-à-dire qu'on est dans une classification catégorielle. Je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas en tant que clinicien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là où on devient dépendant, c'est si je pense à l'alcool avant et si j'y pense après. Quand hier soir, je bois un verre, c'est un verre plaisir, occasionnel, à un moment où je suis bien avec des amis et j'ai le plaisir de parler avec eux. Comme disait Brillat Savarin, manger, c'est parler avec les autres, et boire, c'est aussi parler avec les autres. Mais à partir du moment où j'y pense déjà, tiens, vivement l'apéro de ce soir, et j'y pense déjà 3 ou 4 heures avant, et j'y pense après, là, attention, l'alcool occupe, quel qu'il soit et sous quelque forme qu'il soit, il occupe mon espace psychique. J'ouvre à ce moment-là le lit de la dépendance. Cette dépendance est d'abord psychologique. Un jour, elle deviendra une prison biologique. C'est ça le problème. C'est-à-dire, oublions le côté catégoriel. Car, qu'est-ce que vous voulez? Ça peut même être un verre de Pétrus. Si le verre de Pétrus est pris pour ses effets psychotropes, ça devient un produit dangereux. J'en suis désolé pour M. Moueix. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ce qui fait la valeur dangereuse de l'alcool ou d'un vin, quelle que soit sa forme et sa qualité, c'est qu'effectivement, il est pris pour d'autres effets que les effets gustatifs et le bonheur qu'il entraîne. Penser, ce n'est pas réfléchir, c'est d'abord se réjouir. Et si je ne me réjouis pas, alors il y a un véritable problème. Il faudrait, dans la vie, je dirais, que comme disait le philosophe Alain, quand la fraise, elle goûte fraise, la vie, elle goûte bonheur. Et là, franchement, avec les alcooliques que nous soignons avec Henri Gomez, on peut vous dire, on est très loin du bonheur. On y reviendra. Alors peut-être encore un autre chiffre que je lance. Là, je m'adresse plutôt à Agnès Buzyn. Je vais vous donner la parole, Françoise. Mais ce chiffre de 49 000 décès, qui fait polémique, et je sais que notamment il y a ici Jacques Dupont, mais d'autres qui se sont opposés assez violemment à ce chiffre. Est-ce que pour vous, c'est un chiffre qui correspond à une réalité clinique française? Alors, les 40 000 décès qui sont avancés par une épidémiologiste qui s'appelle Catherine Hill regroupent évidemment les décès liés au tabac, les décès liés aux accidents, les décès liés à la démence alcoolique, les décès liés aux cirrhoses du foie. En tant qu'experte du cancer, je ne peux avancer que le chiffre de 15 000 décès, c'est-à-dire à peu près un tiers, qui sont liés à l'alcool. Et ça, ce sont des chiffres qui sont issus des études de l'OMS. Donc 9% ou 9,5% des décès par cancer en France sont liés à l'alcool. Et ces 15 000 décès, ça, ce sont des chiffres avérés. Ok. Donc, ce que je suggère, c'est Françoise, vous veniez ici, comme ça, vous allez pouvoir contrôler le... Voilà. Donc, en fait, on a plus... Merci beaucoup. J'ai la difficile tâche de vous parler de choses qui sont à nouveau désagréables, je vais vous parler du vin et du cancer. Ce qu'on a déjà entendu largement, c'est que le vin peut être, et je dis peut être, un produit dangereux. Il peut perturber le comportement, on l'a vu, il peut créer une dépendance, on en a largement parlé aussi. Il peut être responsable de maladies graves, que ce soit la cirrhose, des troubles neurologiques, des troubles cardiaques, etc. Il peut induire un cancer. Cancer de la bouche, cancer de la gorge, cancer de l'œsophage, du foie, peut-être du côlon, du rectum et du sein. Il est, on l'a déjà vu, classé l'agent cancérogène numéro 1 du groupe 1 par le CIRC, l'Agence internationale contre le cancer. Et dans un rapport international,
le lien entre l'alcool et le cancer est indéniable. Donc, le décor est posé, le vin est un produit, peut-être un produit dangereux et peut donner le cancer. Quand on regarde la littérature, on trouve de nombreux rapports qui donnent des chiffres et qui décrivent ces liens. Je n'ai pas l'intention de vous faire lire ce tableau. Vous voyez sur la gauche qu'il y a de nombreux agents qui peuvent être à l'origine du cancer. Et ici, les couleurs montrent les liens de probabilité entre l'agent en question et le cancer considéré. Et on voit qu'ici, les boissons alcoolisées sont responsables de façon à peu près sûre, voire sûre, d'un certain nombre de cancers que nous avons déjà précités. Alors, une question qu'on pose souvent, c'est de savoir pourquoi l'alcool est cancérigène. Vous nous dites que l'alcool peut donner le cancer, mais comment ça marche? Je ne vais pas rentrer dans les détails, nous ne sommes pas là pour ça, mais le grand responsable dans le vin et dans l'alcool en général, c'est l'éthanol. L'éthanol est transformé en une autre molécule sous l'action d'enzymes qui sont en très grande quantité dans la bouche. Et cet autre produit, qu'on appelle l'acétaldéhyde, est un puissant cancérigène. On pense également que l'alcool, le vin donc en particulier, augmente la perméabilité de la muqueuse à l'intérieur de la bouche et facilite l'entrée dans l'organisme d'autres cancérigènes comme ceux du tabac par exemple. Il pourrait également y avoir sous l'action de cet éthanol une augmentation du nombre des stéroïdes, qui est un des produits qui peut favoriser et augmenter le nombre de cancers du sein. Enfin, on sait que le vin peut donner, dans certains cas, des cirrhoses du foie, et on sait que la cirrhose est un état précancéreux. Donc on voit ici le lien vin, cirrhose, cancer. On dit également que les gens qui boivent du vin en grande quantité ont des troubles de la nutrition, ils manquent de vitamines, et il a été montré que le manque de certaines vitamines peut être assimilé à un état précancéreux. Et ce qu'on sait également, ça a été bien décrit précédemment par Agnès Buzyn, c'est que le risque de cancer augmente avec la dose. Donc ce sont des points que nous connaissons, ce sont des points importants. Et la question qui se pose est de savoir à partir de quand ce vin qu'on boit, avec des notions de plaisir ou non, à partir de quand ce vin peut être dangereux. Donc on se tourne vers la littérature, on se tourne vers ce qui est écrit, et on se dit, mais après, à partir de combien de verres ce vin est-il dangereux? À partir de combien de verres ce vin peut-il donner un cancer? Et là, on va trouver des chiffres qui sont discordants, et je pose la question de savoir qui a raison. Alors, la première chose qu'on voit, et ça c'est intéressant, c'est qu'on trouve écrit dans la littérature 0 verre, le risque de cancer existe à partir du premier verre, et cette phrase est attribuée à l'INCa. En fait, les choses ne se passent pas comme ça. C'est une phrase qui a été modifiée, qui a été interprétée. Initialement, il avait été dit par l'INCa, et tout ça, on est tous d'accord pour dire ça, que le risque de cancer augmente dès le premier verre, mais ceci a été interprété, modifié pour dire 0 verre, c'est la recommandation de l'INCa. Donc non, ce n'est pas la recommandation de l'INCa, mais c'est ce qu'on trouve souvent dans la littérature. Pour le Fonds mondial de recherche contre le cancer, 1 verre pour une femme, 2 verres pour un homme. Et quand on regarde les détails, c'est vraiment très précis. Et quand on se tourne cette fois vers l'OMS, on n'est plus à 1 verre pour une femme, mais on est à 2 verres pour une femme, 3 verres pour un homme. Et au-dessus de cette quantité, il faut informer la personne qu'elle prend des risques. On peut trouver d'autres rapports, je ne vais pas vous les passer tous en revue, mais ces chiffres existent et ils sont discordants. Après la publication de l'INCa disant le risque augmente dès le premier verre, le Haut Conseil de la santé publique a présenté ce communiqué pour modifier, pour réagir à ce qui avait été dit en disant pour l'instant nous ne modifions pas nos recommandations mais on va continuer à faire de la recherche. Donc on voit bien que c'est un élément qui interpelle et qui intéresse énormément de gens. Et quand on se penche plus précisément dans ce rapport mondial, on voit qu'on trouve des situations différentes en fonction de groupes différents. Et au total, moi j'ai l'impression que les choses ne sont pas encore complètement claires.
Cette courbe est là pour vous montrer les notions d'augmentation du risque de cancer en fonction de la quantité d'alcool ingéré. Et vous avez en bas, ici, en abscisse, le nombre de grammes d'alcool par jour pour une personne, alors qu'on trouve ici le risque d'avoir un cancer. Et on sait très bien, quand on a l'habitude de lire des courbes et de les interpréter, que la partie, que les deux extrêmes, c'est-à-dire la partie toute initiale ici et ici, ce sont des parties extrêmement difficiles à analyser. C'est le problème éternel des faibles doses. Ce qu'on voit ici, c'est que même avec 0 verre d'alcool, le risque de cancer n'est pas nul, et on sait très bien qu'il y a d'autres risques associés au cancer. On ne voit pas figurer ici le rôle des virus, on ne voit pas ici figurer à l'inverse les rôles protecteurs des fruits et légumes, dont on a déjà parlé ce matin. On ne voit pas figurer ici le rôle cancérigène, le rôle protecteur de l'activité physique. Donc, on peut tout à fait imaginer que cette zone-là de la courbe puisse être revue et que ce sera peut-être un moyen dans le futur de nous mettre d'accord. Ah, les diapos ne passent plus. Si, les voilà. Alors, quelques bonnes nouvelles, vous le savez, c'est que la consommation, au milieu de ces chiffres difficiles et de ces assertions difficiles, la consommation d'alcool diminue régulièrement en France et surtout la consommation du vin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ça, c'est une nouvelle importante, ça fait partie du plan Cancer 3. On souhaite que cette consommation continue à diminuer. On sait également qu'on fait des progrès constants en termes de cancer. Nous voilà à nouveau dans ce mot. Alors, on voit ici qu'il y a, pour la grande majorité des cancers, moins de morts par cancer en fonction des années. Et on voit que les morts par cancer, en dehors de quelques cancers qui sont ici, diminuent régulièrement. Donc, les cancers, il y en a, mais les morts diminuent. Et ce qu'on voit aussi également, c'est qu'on fait des progrès constants, que ce soit en utilisant la chirurgie, donc ça ce sont des messages d'espoir, que ce soit en utilisant la radiothérapie, que ce soit en utilisant la chimiothérapie et plus récemment les thérapies ciblées. Donc ces progrès existent. Je vais vous montrer très rapidement un seul exemple. Il s'agit ici d'un de mes patients qui souffre d'un cancer du foie qu'on ne peut pas opérer, à qui on ne peut pas proposer d'autres traitements que des rayons. On est en 2005, on va lui faire un traitement visant à détruire cette tumeur qui est ici. Le traitement se situe là. On suit ensuite ce patient au fil du temps. Le cancer a été stérilisé. Ce patient a fait en 2009 un second cancer qu'on a traité de la même façon et actuellement il va bien. Donc ce qu'on peut dire au total, c'est que la consommation du vin est une vraie question de santé publique, on en parle depuis ce matin. Le vin peut donner des maladies graves. Le plan Cancer 3, Agnès Buzyn en parlera beaucoup mieux que moi, vise à faire diminuer encore cette consommation d'éthanol qui est la nôtre en France. Le risque est variable selon l'individu. Il y a un certain nombre de facteurs extérieurs dont on reparlera peut-être. Il dépend bien sûr de la quantité d'éthanol consommé. Les recommandations sont variables, mais c'est un point qu'il faudra revoir dans le futur avec probablement des chiffres plus précis. Les traitements s'améliorent et la prévention, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, doit être renforcée. Donc moi, j'aurais tendance à dire que ces termes-là sont tout à fait appropriés et qu'il faut certainement se baser sur ces termes-là pour la suite des débats et de nos discussions. Merci. Alors, bon, on va en finir avec le descriptif, mais peut-être que vous pourriez, puisque ça vient d'être évoqué, après je donnerai la parole à Juliette, Laure, mais peut-être Madame Buzyn, vous pourriez nous dire 2 mots sur ce 3e plan cancer, puisque ça a été, on l'a dit. Moi, j'avais cru comprendre que le 2e plan cancer était quelque chose qui était plus prescriptif, enfin plus virulent par rapport à l'alcool, que celui-là l'est un peu moins, et notamment que vous êtes plutôt sur des notions d'inégalité par rapport au cancer, plutôt que sur et davantage peut-être axé sur le tabac, plutôt que tourné vers l'alcool. Est-ce que je me trompe ? Alors, d'abord, le 3e plan cancer est en cours d'écriture. Donc, il fait l'objet de groupes de travail qui rédigent des propositions de mesures qui ensuite font l'objet d'arbitrage, évidemment, au niveau gouvernemental. Donc, je serai dans l'incapacité de vous dire ce qui sortira dans le plan cancer en termes d'objectifs de santé publique, de diminution de consommation d'alcool ou de tabac. Là où l'INCa souhaite prendre position clairement dans ce plan, c'est sur la nécessité d'informer les Français sur la hiérarchie des risques.
Il faut arrêter de mettre sur le plan des pommes et des poires, des choux et des carottes, et se mettre à comprendre que nous pouvons quand même nous prendre en charge individuellement. Et pour que chacun se prenne en charge individuellement, nous ferons certainement des mesures en faveur de l'information sur la hiérarchie des risques. Ça nous paraît tout à fait indispensable pour arrêter d'imaginer que tout vient de l'extérieur et qu'en fait, nous ne sommes responsables de rien. Nous sommes responsables de nous-mêmes et nous faisons des choix qui peuvent changer en plus au cours du temps. Je pense qu'on peut faire des choix pour sa santé à 50 ou 60 ans qui ne sont pas forcément les mêmes en termes de prise de risque que ceux qu'on a envie de prendre à 30 ans quand on a 4 enfants à charge. Donc voilà, chacun est libre et c'est dans le plan cancer toute l'information qui permettra à chacun de gagner en liberté et gagner en connaissance sera portée par l'INCa. Au-delà de ça, sur les mesures de taxation, etc., je crois que personne aujourd'hui n'est capable de dire ce qu'il y aura dans le plan cancer. Et moi, en tous les cas, j'en suis incapable. Ah, parce que vous nous annoncez là qu'il pourrait y avoir des mesures de taxation. Ah ben, vous avez évidemment des associations qui proposent des mesures de taxation. Vous pouvez regarder des contributions. Nous avons reçu plusieurs milliers de contributions sur le site icancer.fr de personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par cette maladie. Ça peut être des grandes associations comme la Ligue nationale de lutte contre le cancer, mais de petites associations. Donc, chacun y va de sa contribution et de son avis. Voilà. Donc ensuite, tout cela est mouliné dans des groupes de travail collaboratifs avec des experts, des personnalités qualifiées, des gens du gouvernement. Et à l'issue de tout ça, un plan cancer sera présenté en début d'année. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui va évidemment apparaître. Je peux vous dire ce que porte l'INCa. L'INCa porte l'information et le choix éclairé. D'accord. Alors, peut-être justement, parce que là pour l'instant on a parlé de grandes masses, moi ça m'intéresserait d'avoir votre témoignage, Juliette Laure. Peut-être que vous pourriez d'abord commencer par nous raconter un peu votre histoire et ce qui vous a amené ensuite à, d'une certaine manière, passer de l'autre côté et à vous lancer dans la guerre et vous mettre en première ligne contre les addictions et l'excès d'alcool. Je vais d'abord demander votre indulgence. Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer devant un tel public, surtout qu'on m'a dit qu'il y avait 48 journalistes, Pierre Arditi, donc c'est très impressionnant. Pierre Arditi correspond à 48 journalistes. Là, je ne sais pas comment on va finir la journée, là. Donc, il y a juste une petite précision qui me tient beaucoup à cœur que je voudrais faire, parce que j'ai vu sur le programme, donc Juliette Laure, moi-même patiente de l'AREA. J'ai la grande chance d'être la patiente de ce monsieur, qui a aussi la chance de m'avoir pour patiente, hein, moi comme beaucoup d'autres. Mais par contre, je suis membre de l'AREA, qui est une association de recherche clinique et d'entraide en alcoolologie. Et donc, par définition, on est membre de cette association et membre actif, tous autant qu'on est, parce qu'on participe vraiment au processus de soins. Alors, comment je suis devenue alcoolique ? Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, beaucoup de raisons. Moi, j'ai eu une enfance un peu perturbée, avec des défaillances parentales, enfin des gens qui n'auraient pas dû être parents, ça arrive. Défaillance des adultes autour de moi. J'ai aussi un contexte d'alcoolisme familial, transgénérationnel. Enfin, l'alcoolisme dans ma famille se transmettait de mère en fille. Donc c'était un alcoolisme exclusivement féminin. Et bien entendu, secret, caché, donc très lourd à porter. Donc ça, c'est un petit peu pour le terrain. Ensuite, ensuite, c'est venu progressivement, tout doucement. J'étais dans une famille où le vin avait toute sa place. Petit à petit, garder un verre de vin, à siroter après le repas, aider en cuisine pour pouvoir boire de manière cachée. Et ça s'est installé progressivement et on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans le déni complet, on refuse. Enfin, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au début. Et donc petit à petit, ça devient une dépendance, c'est-à-dire qu'on ne boit plus pour le plaisir de boire,
on boit pour les effets que ça produit. Tout ça, ça a été long à se mettre en place, jusqu'au jour où on est prisonnier de tout ça. Ensuite, c'est un événement un peu violent qui m'a fait atterrir aux urgences. Et c'est là que je suis rentrée dans le parcours du combattant, de celui qui non seulement va devoir accepter le fait d'être alcoolique, mais en plus va devoir se battre pour s'en sortir. Mais avant de trouver les aides nécessaires et efficaces, c'est très difficile en fait. Donc moi j'ai atterri dans une structure parce qu'il y avait de la place. J'y suis restée. Ma première hospitalisation a duré pas loin de 4 mois. Donc autant vous dire que c'était totalement désocialisant. Et tout ce qu'on vous demande et tout ce qu'on vous apprend dans ces structures-là, c'est d'arrêter de boire. Voilà. On est vraiment dans une philosophie du bien, pas bien. C'est pas bien de boire, c'est bien d'arrêter. Et ça se limite à peu près à ça. Donc autant vous dire qu'au bout de 4 mois, quand on ressort, effectivement, on a été abstinent dans la structure. Et encore pas tout le temps. Parce qu'il y a, enfin, j'ai pas vécu dans les pires structures non plus. Mais on peut ressortir encore plus addicté de ce genre de structure. Voilà, c'est ce que je tenais à dire aussi. Donc on ressort avec une ordonnance et un rendez-vous chez un psychiatre une fois par mois et bon vent. Donc là, autant vous dire qu'on tient plus ou moins longtemps, mais la rechute est quasiment inévitable. De rechute en rechute, d'hospitalisation en hospitalisation, j'ai rencontré le docteur Gomez, effectivement parce qu'il prescrivait du baclofène. Donc c'est ce qui m'a amené à lui, mais il m'a proposé le baclofène avec une hospitalisation brève. Et durant cette hospitalisation, donc une hospitalisation de 7 jours, voilà. Et j'ai appris quelque chose qui m'a permis et qui me permet d'être là aussi aujourd'hui, c'est que le docteur Gomez ne m'a pas demandé d'arrêter de boire, il m'a proposé de comprendre pourquoi je buvais, pour pouvoir prendre la décision, la vraie décision, pouvoir faire le choix de poser ou non le verre, de m'en sortir ou pas. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans les autres structures. Ce rapport, enfin, voilà, c'est la prise en compte d'une problématique. Voilà, la prise en compte d'une réelle problématique, pas d'un symptôme, le symptôme alcool, qui en plus est une solution. Quand on est alcoolique, souvent l'alcool c'est une solution. C'est anesthésiant, c'est antidépresseur, c'est anxiolytique, enfin, c'est un peu la panacée, avant de devenir le contraire. Mais voilà, donc c'était la prise en compte de cette problématique en 7 jours. En 7 jours et avec des outils mis à ma disposition pour que je trouve ceux qui vont me convenir. On utilise par exemple le cinéma, qui permet de faire une avance de la parole, parce que c'est vrai que quand on arrive comme ça, c'est pas évident de parler de son alcoolisme, c'est pas évident il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de dévalorisation. Le fait d'avoir été de structure en structure aussi comme ça, finalement, ça se met à faire partie de votre problématique, parce que ces rechutes, on se les attribue et on culpabilise d'autant plus. Donc voilà, donc j'ai atterri là et à la sortie, il y a un suivi aussi. Il y a un suivi qui est indispensable, je pense, pour toutes les personnes qui veulent s'en sortir. Sont les groupes de parole. Voilà. Il y a 3 groupes de parole qui sont proposés, 3 groupes de parole par semaine. Et qui deviennent vraiment une poche de réflexion et qui permettent non seulement de réfléchir sur sa problématique personnelle, de comprendre et d'avancer, mais de s'ouvrir aussi
aux autres problématiques qui sont posées par l'alcool. Voilà, pour le moment, je pense que... Alors, est-ce que les médecins savent pourquoi il y a autant de récidives? Pourquoi l'alcool a conduit, en fait, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un tiers des abstinents repartaient dans l'alcool et qu'au bout de 4 ans, seulement 15% de ceux qui avaient arrêté de boire ont vraiment arrêté. Est-ce qu'on a une explication médicale du pourquoi de ce taux de récidive si élevé? C'est une bonne question, Gérard, comme on dit, vous savez, dans les congrès comme ça, on dit c'est une bonne question, parce qu'on n'a pas forcément une réponse extrêmement claire à donner. Alors on n'a pas une réflexion, on a une réflexion autour de ça, mais je vais vous livrer deux petits éléments, pour dire à quel point le psychisme est paradoxal. Alors nous, on vit tous dans les paradoxes, mais notre paradoxe est relativement lâche. Un paradoxe, ce n'est pas une contradiction, hein, c'est 2 niveaux de logique différents. Mais regardez, par exemple, quelqu'un qui est pris comme Juliette, dans une histoire de dépendance, elle va constater à un moment qu'elle est prise et prisonnière de cette histoire de dépendance, eh bien on entend ce discours à l'entrée de la maladie alcoolique. Personnellement, je préfère dire malade avec l'alcool, parce qu'il y a une partie saine chez Juliette. Sinon, elle ne pourrait jamais sortir de son alcool. On soigne avec la partie saine, on ne soigne pas avec la partie malade. Donc elle est malade avec l'alcool. Voilà les mots tels que je les préfère. Mais le paradoxe d'entrer dans la maladie alcoolique, on va le faire bref, c'est « Docteur, je sais que l'alcool me tue, mais sans alcool, je ne peux pas vivre. » Comme quoi, ce n'est pas tellement le problème du mal boire, c'est le problème du mal vivre, dans la souffrance qui est derrière. Et le paradoxe de sortie est encore plus faramineux. Puisque je ne peux pas m'en passer, je ne vais plus en boire une goutte. C'était ça, un peu l'idée qu'on avait quand on parlait effectivement d'abstinence. Aujourd'hui, je dirais, les alcoologues ont mis un peu de l'eau dans leur vin, si on peut le dire comme ça, puisqu'aujourd'hui, on admet le principe d'une consommation relativement contrôlée. Encore que ça mérite d'être discuté. Mais elle a dit quelque chose de très important, Juliette, tout à l'heure. Elle a parlé de ses parents, des parents qui n'auraient peut-être pas dû être parents. Au fond, le facteur sonne toujours 2 fois, mais le passé sonne toujours 3 fois. La remémoration ou la réviviscence des traumatismes vécus, la répétition saine des choses, parce qu'il y a une répétition saine des choses. On est tous dans la répétition ici. Tous les jours, je peux vous poser juste une question à tous. Quelle est la dernière chose que vous avez fait pour la première fois? Et vous allez être devant un gouffre. Quelle est la dernière chose que vous avez fait pour la première fois? Heureusement qu'on est dans la répétition, ça nous fonde et ça nous structure. Mais il y a aussi malheureusement de la répétition pathologique. Là où on est enfermé dans quelque chose qui est répétitif et j'arrive pas à m'en sortir, et on n'est pas tous égaux là-dedans. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Qui va faire que devant tel verre de vin ou tel verre d'alcool, à un moment, il va rentrer dans un processus de dépendance? Personne ne peut aujourd'hui isoler véritablement une cause. On a des idées multifactorielles, mais on n'a pas une cause. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir des professionnels du pourquoi en un seul mot. Mais par contre, on peut réfléchir au pourquoi en 2 mots. On continue de boire. Et c'est ce que fait d'ailleurs Henri Gomez avec ses groupes de parole, parce qu'il a compris, Henri Gomez, il y a très longtemps, que s'il y avait eu la parole, il n'y aurait peut-être pas eu l'alcool. Au sens où c'est une maladie, presque au sens talmudique, c'est du mal à dire quelque chose. Juliette a eu du mal à dire quelque chose, elle a trouvé un espace psychique où elle pouvait dire, penser ses plaies, P-A-N et P-E-N, c'est-à-dire réfléchir à ce qui lui advenait. Et que là, avec le lien, si vous voulez, qu'elle trouvait avec les autres compagnons d'infortune, si j'ose dire, et des thérapeutes, eh bien, elle pouvait tisser quelque chose qui lui permettait de se dégager de cette prison véritablement infernale. Parce qu'on a beau dire comme ça, le malade alcoolique, bon, ce qu'il faut, c'est réaliser l'intensité dramatique des souffrances qu'il y a derrière. C'est ça qui est important. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir quand on parle de maladie alcoolique, quand la personne, à un moment, sort de son déni, parce qu'elle est longtemps, un moment, dans son déni. Hein. Moi, je bois comme tout le monde, je m'arrête quand je veux. Hein. Je bois comme tout le monde, je m'arrête quand je veux. Il y en a peut-être ici, dans cette pièce, qui sont encore là-dedans. Moi, je bois comme tout le monde, je m'arrête quand je veux. Mais si on réalise un peu qu'à ce moment-là, on est quand même pris dans quelque chose, où on pense à l'alcool, où ça occupe notre espace psychique, alors il y a peut-être question à ce niveau-là. Henri, tu as peut-être une question sur le pourquoi. Oui, sur l'histoire du déni, quand je me suis intéressé aux personnes alcooliques, j'ai appris plein de choses. J'ai appris ce que c'était le déni, le clivage de la personnalité, le faux self. Enfin, j'ai appris plein de choses. Et puis, une fois que j'ai appris ça bien, quoi,
j'ai regardé autour de moi, chez les gens qui n'avaient pas de problème d'alcool, j'ai regardé la société, j'ai trouvé exactement la même chose. J'ai appris à regarder le déni social, le déni dans la santé, le clivage entre le discours et la parole. Enfin, j'ai retrouvé la clinique dans la société, ça m'a beaucoup aidé. Alors, je me suis bien sûr demandé pourquoi ce déni était aussi fort. Eh bien, je pense que le déni de l'alcoolique n'est pas simplement une défense psychotique, comme on le dit souvent, mais c'est simplement une adaptation réactionnelle. C'est-à-dire que la société est extrêmement fabricante de honte et de culpabilité. Parce que est-ce qu'on peut imaginer, même parmi le plus limité des alcooliques, qu'il n'a pas compris que l'alcool pouvait être dangereux? Franchement. Je ferai le parallèle avec le tabac. Il m'arrive parfois d'acheter le journal au bout de ma rue et je dois faire la queue puisqu'il y a des tas de gens qui vont chercher leur premier paquet de cigarettes. Et chaque fois, il y a au bas de la boîte, du paquet de tabac, c'est Marlboro, fumé tue, en gros caractère. Et puis le gars donne ses pièces sur une sébille qui est offerte aussi par Marlboro. Et moi, une fois, j'avais un monsieur comme ça qui était devant moi, il avait l'air particulièrement triste d'acheter ses cigarettes. Et je lui ai dit, il faut avoir le moral. Parce que bon, voilà. Et ce que je veux dire, c'est parler un peu de l'hypocrisie sociale. Parce que quand même, cette cigarette, au fond, la nicotine, c'est pas très méchant. Il y a de la théine ou la caféine, c'est pas mal pour nous stimuler. Hein, et même un peu de vin pour nous rendre un peu plus parlants. Mais qui a interdit aux marchands de cigarettes de mettre des goudrons cancérigènes? Qui leur a interdit de mettre des substances qui rendent les gens à coup sûr dépendants? Hein? Donc, il faut arrêter avec ça, quoi. Hein? Il faut, je crois, arrêter de culpabiliser les alcooliques, les addictés, parce que c'est nous qui, assez largement, induisons indirectement ou directement le processus de l'addiction. Alors voilà, c'est un peu ce que je voulais dire comme précision, parce que je crois qu'on part mal si on passe son temps à constamment culpabiliser les gens, leur dire attention, pas de risque. Moi, je trouve que le risque, je l'ai dit en première intervention, ça fait partie de la vie. Les jeunes aiment le risque. Et heureusement, à mon avis, ils ne l'aiment plus assez, puisqu'ils se désintéressent du vrai risque de vivre. C'est un risque de vivre et d'affronter la vie. Et ils préfèrent fuir dans le faux risque qui est finalement de se saouler la gueule, quoi, hein. Voilà. Donc, apprenons des alcooliques pour nous aider à mieux nous voir nous-mêmes. Je pense qu'on dit toujours, et je cite moins les auteurs que mon ami Gérard Osterman, mais Clavreul disait, qui est un grand alcoologue, hein, disait l'alcoolique, ça ne me dit rien. Eh bien, moi, vous avez entendu Julia tout à l'heure, il me semble qu'elle vous a dit quelque chose. Voilà. Alors, sur ce point-là des politiques de... Sur ce point-là, de la façon dont sont conduites les politiques de prévention, et même d'ailleurs plus globalement, la façon dont on suit les populations, etc., la façon dont l'État, les organismes, etc., s'occupent de ce problème. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot, et après on fera un échange avec la salle, mais est-ce que ce n'est pas un échec? Est-ce que les politiques de prévention sur le tabac, sur l'alcool, etc., est-ce que justement, comment expliquer que cette situation perdure et que finalement on ne réussisse pas à toucher le cœur des hommes et des femmes ou l'intelligence, la raison, de telle sorte que la situation ne semble pas s'améliorer. Parce que si, effectivement, la consommation d'alcool diminue en France, le fait est que l'alcool s'internationalise, devient de plus en plus universel, et le fait est aussi que sur un certain nombre de populations, la situation ne s'arrange pas. Donc, comment expliquer, est-ce qu'on peut dire que les politiques de prévention en matière de santé publique sont un échec? Et si oui, certaines pistes d'ailleurs ont été déjà évoquées, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions? Parce qu'évidemment, on va arriver à la dernière partie de notre débat qui va consister à essayer de voir si l'éducation, la culture et donc d'une certaine manière les qualités inhérentes au vin ne seraient pas un outil
pour effectivement essayer d'aller non pas vers la modération, mais vers la raison. Alors d'abord sur ce premier point, des politiques de santé publique, est-ce que vous pourriez les uns les autres porter un jugement et nous dire si, oui ou non, elles sont un échec ou pas? Je vais enchaîner parce que prochainement, la Société française d'alcoolologie va avoir un débat sur soins et prévention. Et je crois qu'il y a une logique chronologique. On passe toujours dans nos têtes la prévention avant le soin. Et en fait, ce n'est pas ça. Je crois qu'il faut être assez humble et voir que, en tout cas en alcoolologie, c'est un petit peu ce qu'a évoqué, je pense, par son parcours Juliette Laure. Ce qu'il y a, c'est que l'alcool, et encore mieux le vin, c'est un produit qui est totalement aléatoire. Il peut être tout à fait inoffensif pour des tas de gens, mais pour d'autres personnes, lentement va se nouer quelque chose qui est de l'ordre du drame. Donc, pour moi, la prévention, ça consiste à permettre à ces gens, à partir du moment où ils se voient boire autrement, de faire rapidement une démarche. Voilà. Et je vois de plus en plus aujourd'hui des gens qui ne sont pas encore dans la dépendance, qui sont dans une situation d'éveil critique en disant il me semble que je ne sais plus boire. Voilà. Et un des avantages du baclofène, justement, ça a été de permettre à des gens qui avaient honte de commencer à se voir boire bizarrement. Ça leur a permis de venir vers nous parce qu'ils se sont dit peut-être là, je vais trouver une réponse, quoi. Voilà. Donc, pour moi, la prévention en termes individuels, je précise, c'est être là au moment où les gens commencent à remarquer qu'ils ont un problème avec l'alcool et savoir leur dire, mais finalement, sa façon de voir, qu'est-ce que ça veut dire? Et engager un dialogue, parce qu'il n'y a pas une seule réponse, il y a des tas de réponses. Quant à la prévention globale, à mon avis, c'est un phénomène indirect. C'est par rapport aux facteurs sociétaux. Si vous donnez de l'espoir à une collectivité, si vous lui donnez un désir de vivre, si vous donnez des perspectives de se réaliser par l'emploi ou à titre plus individuel par la création ou autre, là, vous allez indirectement agir sur les addictions. Mais penser qu'on va diaboliser les choses et agir mieux ainsi, à mon sens, c'est un malentendu. Je pense que c'est un malentendu. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui boivent aujourd'hui, les jeunes générations, d'abord, elles ne connaissent même pas le vin. Elles commencent par le cannabis, par les cigarettes, par les alcools forts. Le vin le découvre après, quand il s'agit de... Voilà, pour l'homo addictus, comme je l'ai appelé, c'est quelqu'un qui n'aime pas le vin. Il s'est acculturé. Il choisit le vin comme drogue de substitution parce qu'elle est licite et pas chère. C'est ça la vérité. Donc c'est pas la peine de diaboliser le vin, c'est ridicule. Voilà. Donc bien sûr, c'est un produit dangereux, certes. Certes. Conduire aussi, c'est dangereux. On conduit quand même. Voilà. Non, je rejoins tout à fait ce que dit Henri Gomez, mais regardez, tout à l'heure, on a eu une diapo de M. Nourisson. Tu t'es vu quand tu as bu. Vous vous rappelez, on se rappelle tous de cette image-là. Alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans la culture de la peur, l'instrumentalisation de la peur. Moi, en termes de prévention, je n'ai jamais cru à ce genre d'efficacité. Pour ma part, faire peur renforce au contraire le déni, à mon avis. D'ailleurs, on le voit bien chez des gens et des grands fumeurs qui ont un cancer bronchique, on leur dit, ou qui ont un début de quelque chose, et on leur dit, non, mais vous avez vu, et ça les renforce presque dans un comportement addictif. Alors, ce à quoi on pourrait répondre de façon amusante, quand l'épouse, par exemple, du conjoint alcoolique lui dit, tu t'es vu quand tu as bu, il pourrait lui répondre, tu t'es vu quand j'ai pas bu. C'est une façon de poser aussi les choses, que l'alcool est toujours en relation avec un environnement. L'addiction, on ne peut pas isoler la personne alcoolique. Personnellement, j'ai écrit un article où la question est, existe-t-il véritablement la personne alcoolodépendante hors d'un système? J'y crois pas. Là, on voit dans l'histoire de Juliette, ça fait partie d'un système familial. Ça fait partie de quelque chose qui se répète à l'intérieur de la famille. Et plus que d'éducation, je crois qu'il faut parler de transmission. Ça n'a rien à voir. Parce que l'éducation, je vais donner un savoir dont je ne sais pas du tout comment il va être reçu. Une transmission, c'est la transmission par la parole, certes, mais c'est aussi la transmission par le non-verbal.
Et on sait toujours, et psychanalytiquement on le sait, ce que l'on transmet, on ne le sait pas, véritablement, complètement. On va transmettre d'autres choses de nous, de notre histoire, qui là peuvent être très favorables, par exemple sur la relation au goût, sur la relation effectivement à un produit culturel. Mais le problème de l'alcoolique, entre guillemets, c'est que précisément la question du goût a été abîmée très tôt. C'est-à-dire, comme le disait notre ami Michel Monjose, qui nous a quittés il y a 2 ans, Michel Monjose disait « l'alcool crée la bouche ». Parce que ces personnes-là, dans les interactions précoces, ont perdu, la bouche n'est pas faite, elle n'est pas érogénisée, parce que les interactions précoces ne sont pas faites. C'est parce qu'ils ne recherchent pas le goût du Beaujolais ou d'un Côte-du-Rhône ou d'un bon Pessac-Léognan. Ils recherchent la puissance de l'alcool sur les récepteurs spécifiques de la bouche qui lui donnent une sensation d'avoir une bouche. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce qu'il y a tout un travail en amont, justement, pour que le goût, qui est le sens des sens, puisse effectivement être travaillé, perçu, pour qu'effectivement on évite ce genre de passage, je dirais, trop rapide et, comme le dit Henri Gomez, trop violent, quelque part. Après, on passera aux questions avec la salle. Juste un mot, parce qu'on parle de prévention, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que disent mes 2 collègues psychiatres. Mais là, on parle de la prévention de l'alcoolisme. C'est un fait dans la relation avec l'alcool. Certaines personnes sont alcooliques et sont en état de dépendance. D'autres sont quand même des buveurs quotidiens que vous ne considérez pas comme des alcooliques, qui ne sont pas forcément en dépendance physique, mais en dépendance au moins psychique, en tous les cas qui ont l'impression de contrôler. Et là, nous sommes quand même très nombreux en France à ne pas être alcooliques au sens de votre définition, et pour autant exposés à un certain danger. Donc là où je vous rejoins complètement, c'est que je pense que la culpabilisation est totalement contre-productive. Ça, c'est le premier point. Par contre, je pense que l'éducation est importante sans culpabilisation. La deuxième composante sur laquelle nous travaillons, c'est la personnalisation des messages. Car nous sommes tous différents et ce qui va nous toucher dans un message de prévention n'est évidemment pas un message collectif comme le tabac tue. Nous en sommes tous conscients. Ce n'est pas ça qui prévient les fumeurs de fumer. Et donc cette personnalisation, elle doit se faire en fonction des classes d'âge. On ne s'adresse pas à un jeune de 17 ans comme on s'adresse à un alcoolique mondain je ne dirais pas d'âge. Et je pense que c'est aussi l'avenir et prendre en compte le risque individuel de dépendance. Tout cela, ce sont des sujets sur lesquels il faudra travailler à l'avenir. Notre pays, pour l'instant, est un très mauvais élève en termes de prévention de santé publique. Alors donc maintenant, Je voudrais rajouter un mot en disant qu'à mon sens, la prévention, ça passe par l'information. Et j'ai vraiment le sentiment que nous n'avons pas la notion de ce que nous buvons. Quand on regarde un site qui est très bien fait, qui s'appelle Alcool Info Service, il y a un petit outil qui est un alcomètre, qui permet de quantifier l'alcool que l'on boit, le vin que l'on boit par semaine par exemple, et de voir quelle est cette quantité, de la comparer à ce que ça serait avec du whisky, et de voir dans quelle catégorie on se situe. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement simple, mais qui est très important, parce qu'on a une sous-estimation générale de la quantité d'alcool et de vin en particulier qui est ingérée et qui peut nous exposer à un risque. Donc je vous rejoins tout à fait, il y a des risques différents, des catégories, mais une chose simple est déjà d'identifier ce qu'on boit soi-même et de savoir dans quelle catégorie on se situe. Alors, on a en gros une vingtaine de minutes, donc c'est bien, on va pouvoir maintenant avoir cet échange entre la salle et la tribune. Donc je crois qu'il y a un monsieur là-bas à gauche, on va lui donner la parole. Oui, bonjour, Jean-Charles Tastavi, président de l'association pour l'honneur du vin. Madame Buzyn, on a eu un contentieux juridique avec votre prédécesseur, je ne sais pas si vous en avez parlé. Je tiens d'abord à vous féliciter pour vous être déplacés jusqu'ici, enfin tous, puisque c'est effectivement très courageux, et très courageux peut-être même, pas seulement par rapport à nous, mais par rapport également à ceux qui n'ont pas voulu venir nous rencontrer. Donc pour ça, déjà, il faut vous rendre hommage. Par contre, sur les chiffres qui ont été donnés et sur la manière dont les rapports internationaux, et y compris sur l'OMS, sont interprétés, j'aurais beaucoup de choses à dire.
Premièrement, quand Madame Buzyn, vous dites au fur plus on boit d'alcool et notamment de vin, et plus le risque de cancer s'accroît, vous avez vous-même, enfin, la dame à côté, donné des chiffres où on voit très bien sur les grandes masses que moins on consomme d'alcool et notamment de vin, plus il y a d'incidence de cancer depuis des années sur la masse de la population. Vous êtes d'accord? Vous avez dit vous-même que le nombre d'incidences de cancer augmentait et que la consommation d'alcool et surtout de vin, et d'ailleurs que de vin d'ailleurs, puisque les autres consommations se maintiennent ou voire augmentent pour les spiritueux, a baissé. Donc la consommation de vin et le nombre d'incidences de cancer sont inversement proportionnels, contrairement d'ailleurs à la consommation de soda. Je vais y revenir là-dessus. Quant au cancer des voies aérodigestives supérieures, celui qui est le plus évoqué, vous parliez de l'acétaldéhyde, on se rend compte qu'il est beaucoup plus présent dans les régions où on boit le moins de vin, notamment les régions du Nord. C'est dans les régions où on boit le plus de vin, enfin plus habituellement de vin d'une manière traditionnelle, qu'il y a le moins de cancer de VADS. Alors, ce sont celles du Sud, vous allez me dire, il y a un gradient Nord-Sud. Ça, on peut très facilement le démonter, puisque Madame Hill, que vous citez, Madame Buzyn, quand même, vous l'avez en référence dans les rapports de l'INCa, nous explique, elle, que le Danemark est au nord de la France, et qui consomme plus d'alcool que la France, et où il y a moins d'accidents qu'en France, eh bien, il y a 13 fois moins de victimes d'alcool. Voilà les travaux de Madame Hill, et qui ont été reproduits largement par la presse. Le dernier point. Voilà. Pardon? Non, je voulais dire, essayez de poser votre question. Alors voilà, donc dernier point. C'est les rapports de l'OMS, on pourrait en parler, ils donnent quand même 1% de mortalité dans les pays les plus développés dû à l'usage de l'alcool, c'est le global health risk. Donc pour la France, ça ferait 5000 décès, donc 10 fois moins que ce que dit Mme Hill. Mais surtout, la question est pourquoi ne tirez-vous pas les conséquences de rapports internationaux, notamment celui du Fonds mondial de recherche contre le cancer? Qu'est-ce qu'il dit, le Fonds mondial de recherche contre le cancer? Il dit limiter les boissons alcoolisées, éviter les boissons sucrées. Voilà, donc les sodas, etc. Ça, en France, on ne le trouve jamais. On trouve qu'il y a un problème d'obésité, surpoids, etc. Mais ce que dit le Fonds mondial de recherche contre la santé, c'est ça, exactement. Limiter les boissons alcoolisées, si vous en usez, hein, et éviter à tout prix les boissons sucrées. S'il doit donc y avoir une évolution de la fiscalité, ça c'est ma question, est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt porter sur les boissons sucrées, et notamment les sodas, qui sont aujourd'hui à une TVA de produits de première nécessité alors qu'elles sont à éviter, que sur les boissons alcoolisées? Bon, je ne sais pas s'il faut répondre. Je vais peut-être répondre par une anecdote, par une petite histoire qu'on m'a racontée, peut-être certaines la connaissent. Alors c'est un monsieur vieillissant qui est cancérophobe et qui va voir son médecin et qui lui dit docteur, j'aimerais vivre longtemps. Et donc voilà, alors il dit quelles sont vos habitudes alimentaires? Oh j'aime bien la charcuterie, j'aime bien les pâtisseries. Malheureux non, pas de gâteau, pas de charcuterie. Puis vous savez, j'aime bien boire, j'aime le bon vin, j'ai une cave exceptionnelle. Malheureux, vous n'y pensez pas, buvez de l'eau. Et puis alors, vous savez, j'aime les femmes, docteur, j'ai toujours aimé ça. Malheureux, mais vous n'y pensez pas. Bon, de temps en temps, une fois tous les 3 mois peut-être, et attention. Mais docteur, au moins avec ça, est-ce que je vais vivre plus longtemps? Non, mais le temps va vous paraître beaucoup plus long. Voilà. Est-ce que je peux répondre quand même à monsieur? Il se trouve que je suis d'accord avec une chose qu'il a dite, une seule. C'est que le nombre de cancers, en fait, liés à l'alcool, la part attribuable des cancers liés à l'alcool, donc la proportion de cancers liés à l'alcool en France, a diminué grâce à la diminution de la consommation d'alcool en France. Donc c'est tout à fait vrai que l'alcool, sa part dans les risques de cancer a diminué car nous avons diminué globalement notre consommation d'alcool par moitié
dans les 50 dernières années. Pour le reste, je crois que je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, monsieur a fait un procès à l'INCa il y a quelque temps pour contester les chiffres. Effectivement, bon, les chiffres sont ce qu'ils sont. Et je crois que l'association a été déboutée. Voilà. Il y a une question. C'est un commentaire. Je suis cardiologue et je trouve qu'aujourd'hui, on a complètement oublié, dans ces discours de prévention, le cœur et les vaisseaux. Alors moi, je voudrais apporter, au contraire, une autre façon de voir le problème, c'est-à-dire de se demander si un peu, une consommation raisonnable de vin, je dis bien de vin et pas de boissons alcoolisées, n'est pas bénéfique pour la santé. Il y a quand même, parmi les innombrables travaux qui ont été faits sur les effets du vin et de la santé, beaucoup d'études convaincantes qui sont en général balayées par les alcoologues ou les gens qui sont pour la prévention de l'alcool, même parfois de façon assez violente, parce qu'on nous dit vous n'avez pas d'études contrôlées. On sait très bien que les études contrôlées portant sur la consommation de vin par rapport aux autres sont très difficiles. 4/5 des travaux sur la prévention des maladies cardiovasculaires par l'alcool ne distinguent pas si c'est du vin ou d'autres alcools. Mais il y a beaucoup de travaux convaincants. Il n'y a jamais eu une étude négative en faveur d'un effet néfaste d'une consommation modérée de vin sur la survenue des maladies du myocarde, la maladie coronaire. Et actuellement, on a quand même, on peut dire par le biais des antioxydants, un effet qui est très préventif aussi dans la survenue de certains cancers. Il paraît qu'un verre de vin peut donner le cancer. J'aimerais quand même trouver la bibliographie précise d'une étude contrôlée portant sur des gens qui, tous autres facteurs associés étant éliminés, ont, avec un verre de vin, eu plus de cancer. Je crois que ce n'est pas si facile que ça de trouver ça dans la bibliographie. Deuxième élément, moi je peux apporter beaucoup d'études sur la prévention des maladies cardiovasculaires par le vin. L'étude de Serge Renaud en Lorraine, qui a même montré que, contrairement à la consommation de bière et d'alcool dur, une consommation modérée de vin diminuait dans cette population qui touche 30 000 personnes le risque de cancer et le risque de décès. Et enfin, on peut dire que la célèbre étude du Danemark, qui est très contestée aussi, je dirais pourquoi ensuite, a montré, je prends juste un échantillon, j'aime pas trop les chiffres, si on prend le risque des buveurs d'eau, des abstinents comme on les appelle, le risque de cancer du poumon pour une ration de 7 à 15 verres par semaine est de 0,77 pour le vin, 1,09 pour la bière et 1,21 pour les spiritueux. Ce qui veut dire que si on ne fait pas une discrimination précise, on met tout dans le même sac et c'est ce qui arrive souvent. Donc ça, c'est un point très important. Alors après, on a dit oui, mais ça, c'est le grand discours anglo-saxon. Ceux qui boivent du vin, ils sont plus riches, plus cultivés, plus proches des médecins, plus attentifs à leur alimentation, donc c'est biaisé. On a des études en France qui montrent un peu les mêmes choses. Nos amis toulousains, qui sont suivis de très près, ont une mortalité cardiovasculaire bien inférieure à celle de nos amis alsaciens et lillois, mais ils consomment aussi 2 fois plus de vin. Alors ils consomment aussi plus de fruits. Donc les antioxydants sont multiples. Mais je crois que dans ce débat aujourd'hui où on a un peu surtout peur, il faut quand même se dire et déculpabiliser, les gens qui boivent modérément auront peut-être plus d'infarctus, je ne suis pas cancérologue, mais ils auront très probablement beaucoup moins de maladies cardiovasculaires. Et c'est quand même une note positive qu'il faut dire, parce que toujours terroriser les gens, on a tous dans notre région des centenaires qui ont toujours bu 1 ou 2 verres de vin par jour et qui devaient avoir un système immunitaire formidable, puisqu'ils sont centenaires, qui n'ont pas eu de cancer. Donc je suis pour qu'on essaie de donner une note positive. J'ai écrit un jour un article qui s'appelait « Faut-il conseiller à nos patients de boire du vin ?» faisant appel à toutes les bibliographies que je pouvais connaître, que ce soit
sous l'angle biologique, sous l'angle expérimental, sous l'angle épidémiologique. Je concluais qu'on ne pouvait pas en tout cas leur interdire, après, quand ils étaient cardiaques. J'ai reçu une volée de bois-vire dans la presse médicale. On a dû accepter un article contradictoire. On m'a dit que j'étais de Bordeaux, donc conflit d'intérêts. On m'a dit que j'étais presque populiste et on m'a dit que je n'étais pas scientifique. Mais j'ai senti là le poids, oui, je le dis cette fois, des ayatollahs. Je les ai sentis. Bon. Françoise Mornex. Donc, cette intervention allait assez en écho avec ce que vous nous disiez tout à l'heure. Vous vouliez préciser encore un peu? Oui, je voulais préciser parce que vous avez fait très bien, monsieur, la seconde partie de l'exposé que j'avais préparé pour vous cet après-midi et qui est à votre disposition si vous le souhaitez, où je montrais que dans un rapport de l'OMS, on nous disait qu'il ne fallait pas dépasser un certain nombre de verres par jour. Et il y avait une petite phrase en bas qui est très intéressante parce qu'elle disait « compte tenu de la protection qu'apportent de petites quantités de vin ». Et j'enchaînais ensuite sur l'intérêt, justement, de ces antioxydants qu'on trouve dans le vin et que vous décriviez, qui sont certainement très nombreux, au premier desquels on trouve le resveratrol. Et je voulais présenter les courbes du French Paradox qui montrent qu'en France, même si on mange beaucoup de calories venant du gras, on a beaucoup moins de morts par infarctus que ce qu'on devrait avoir quand on se compare aux autres pays. Et si on meurt moins en France par infarctus alors qu'on mange très gras, c'est peut-être, en tout cas en partie, parce qu'on est protégé par le vin et par ce produit qui est un antioxydant, un polyphénol, et il y en a certainement beaucoup, mais un est mis en évidence, c'est le resveratrol. Donc je vais tout à fait dans votre sens et il me semble, et c'était la seconde partie de mon propos, que de petites quantités de vin, qui seront à définir précisément dans le futur, qu'on essaie de quantifier, sont protectrices et sont certainement un élément qui nous rend service et qui nous protège d'un certain nombre de maladies. Et je terminais mon propos, on faisait allusion tout à l'heure à Claude Bernard, avec une phrase de Claude Bernard que j'aime beaucoup, elle s'applique à énormément d'éléments, et cette phrase tient à dire, c'est Claude Bernard qui parle, « Tout est poison, rien n'est poison, mais tout est question de dose ». Et je trouve qu'elle s'applique particulièrement bien au vin et au débat qu'on a aujourd'hui. Alors, je me suis engagé tout à l'heure à parler du baclofène. Donc, je ne voudrais pas qu'on oublie le baclofène. Peut-être que Agnès Buzyn nous dira s'il est inscrit dans le 3e plan cancer, son usage, son utilisation. Mais d'abord, peut-être, Gérard Osterman, vous vouliez réagir assez vite pour qu'on puisse reparler du baclofène. C'est très court. Je me rappelle, j'avais un prof de philo qui nous disait dans les cours le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, c'est pour ça qu'il y en a aussi peu. Parce qu'effectivement, pour faire écho à ce que tu dis, Françoise, et Jean-Paul Brousset est quand même une référence cardiologique ici, non seulement dans la région, mais sur un plan national. Je crois qu'il a parfaitement raison de dire qu'on a quand même suffisamment d'éléments pour penser qu'il y a un effet protecteur avec les polyphénols et peut-être même d'autres composants. Enfin, j'ai discuté avec des chercheurs qui sont actuellement sur cette question. On aurait pu parler aussi du Alzheimer, puisqu'il y a une étude, d'ailleurs bordelaise, autour de cette question. Je crois que la vraie question, elle est... D'abord, beaucoup d'alcoologues reconnaissent les travaux qui sont faits. Moi, j'ai comme attitude, alors c'est discutable peut-être, je ne dis pas que je bois du vin pour la santé, si vous voulez. Je bois du vin pour le plaisir. Mais comme le plaisir, c'est aussi la santé, eh bien même avec les arguments de Jean-Paul Brousset, ça nous aide à comprendre qu'il y a des choses qui vont pouvoir être modifiées en dehors des polyphénols, parce qu'aussi il y a ce vivre ensemble qui est très efficace pour la bonne santé, justement. Le baclofène, qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux parler du baclofène, Henri? Moi, je pense que ça a changé notre pratique médicale. Ça l'a changé parce qu'avant, on était dans la loi du tout ou rien. Et c'est vrai que j'ai connu des collègues alcoologues qui étaient l'abstinence absolue, totale et définitive. Jack London, qui était alcoolique, quand on m'a dit abstinence absolue, totale et définitive, ça résonnait comme une condamnation à mort. Il a dit à ce moment-là, il n'y a plus qu'à espérer la grâce présidentielle ou de précéder la mort, c'est-à-dire se suicider, ce qu'il a fait à l'âge de 40 ans. Quand on a d'autres possibilités, effectivement, de soigner,
qu'on a cet apport qui, je pense d'ailleurs, sur le plan pharmacologique, va évoluer même. Il y a déjà des concurrents du baclofène qui vont apparaître. Je pense que c'est une aide précieuse, mais à la condition expresse de toujours penser que ça doit s'inscrire dans une relation thérapeutique, car au départ, la maladie alcoolique, je le dis encore avec les réserves que j'ai émises tout à l'heure, est d'abord une maladie de la relation. Vas-y. Oui, non, moi je voulais juste dire en fait que pour ou contre l'alcool, pour le vin, contre les autres alcools, je crois vraiment que tout ça, ce sont de faux dépas et que l'important c'est d'apprendre à être responsable de ses plaisirs et à prendre du plaisir de ses responsabilités. C'est l'épicurisme à mon sens, avec ou sans alcool, on peut tous être épicuriens, voilà, il faut s'accepter les uns les autres et... Vous n'êtes évidemment pas obligé de répondre, mais excusez-moi, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que de temps en temps, vous rebuvez du vin? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est un choix pour le moment. Peut-être que ça changera un jour, j'en sais rien. Et oui, et le baclofène, je suis entièrement d'accord avec Dr Osterman, Gérard. C'est un outil, il ne faut pas négliger. Enfin, tous les outils sont bons à prendre, les grilles de lecture, psychanalytiques, comportementales... Enfin, tout est bon à prendre parce que tous les alcooliques sont différents. Ils ont chacun leur singularité derrière l'uniformité apparente de l'alcoolisme. Il y a toujours une singularité, toujours un parcours. Et certains outils seront efficaces pour certaines personnes, d'autres pour d'autres. Donc il faut cette ouverture d'esprit, il faut regarder de tous les côtés. Il faut des soignants qui sont en perpétuelle remise en question aussi. Enfin voilà. Et une dernière chose, c'est que je trouve quelque part, c'est un peu humainement scandaleux de voir qu'il y a quand même un processus de soins qui a fait ses preuves au niveau local, qui fonctionne, qui a des résultats qu'on trouve nulle part ailleurs, et qu'en proposant ça presque clé en main, je ne parle même pas de financement, on n'arrive pas à être financé, mais on est à peine écouté. Voilà. Alors, Agnès Buzyn, est-ce que le baclofène peut venir en soutien à la lutte contre le cancer? Je n'ai pas prévu de parler du baclofène parce que, comme vous le comprenez, le plan cancer n'est pas écrit et donc je ne sais pas ce qui figure. J'ai essayé d'avoir un scoop, c'est un peu mon travail. Par contre, je souhaiterais revenir au débat entre le paradoxe français, les risques de cancer. Tout cela est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe français sur le risque cardiovasculaire, nous l'admettons, il est scientifique. Et il y a un risque accru de cancer. En fait, chacun doit choisir. Arrêtons de nous balancer des chiffres à la figure sur ça réduirait plus, vos chiffres sont faux, vos études épidémiologiques, la méthodologie n'est pas bonne. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Le vrai débat, c'est qu'il y a un plaisir à boire du vin, il y a de la convivialité, et comment nous gérons collectivement ce plaisir, ce besoin, par rapport à un risque pour la santé qui existe pour le cancer, qui n'est pas vrai pour le risque cardiovasculaire, mais qui est vrai pour le cancer, et sachant que le cancer est quand même la première cause de mortalité en France. Donc abordons le débat sur les vraies questions. Comment gérons-nous collectivement un sujet de santé publique, sachant que nous en avons besoin, envie, et que nous avons du plaisir autour de la culture du vin française. Mais n'opposons pas la culture du vin à des chiffres et ne luttons pas contre des chiffres. Je pense que ce sont des mauvais procès. Ce sont des procès qui ont été faits à l'INCa. Je pense que ce sont des mauvais procès. Le débat est autre. Il y a une filière viticole, il faut la reconnaître. Tout cela, nous devons le discuter ensemble. C'est peut-être comme ça que nous ferons avancer le plan cancer collectivement. Alors, peut-être encore une ou deux questions, et puis on arrêtera. Rapidement, oui. Gilles Bourgeat de Veni Vidi Vici à Bordeaux. Madame Laure, je peux vous demander quelle était la substance à l'origine de votre alcoolisation? J'ai commencé par boire du vin, c'était une tradition familiale, voilà. Et après ça s'est élargi à beaucoup d'autres choses. C'est ça, mais la phase consommation de vin n'a probablement pas eu les mêmes effets sur votre situation d'alcoolique dépendant. C'est-à-dire, j'avoue que je... Comprenez pas la question? Non. C'est-à-dire qu'au moment où vous buviez du vin, est-ce que vous étiez aussi alcoolique dépendant, si j'ai bien compris, hein,
Ah, tout à fait. Que vous oui, l'avez oui. été quand Oui, vous étiez en consommation d'alcool peut-être plus fort? Oui, non, c'est pas le type d'alcool hein, qui fait l'alcoolisme, pas du tout. Alors, il y a juste une chose que je voulais ajouter à ce que j'ai entendu de très pertinent, que j'avais envie de dire, mais ça a déjà été dit, donc je ne vais pas revenir dessus, simplement pour illustrer entre le vin et les autres boissons alcooliques. Le vin contient autour de 10-12% d'alcool, on est d'accord. Et moi, je voulais livrer à votre réflexion une réflexion que j'ai entendue, enfin une préconisation du professeur Pénaud, que je n'ai pas connu, mais on doit le retrouver dans ses écrits. Il disait, dans la limite de 10%, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans un vin, puisque lui était spécialisé quand même dans le vin, et ce sera accepté. Et alors, ce pourcentage, je l'ai aussi entendu dans un tout autre domaine de l'ethnologie, je pense, la sociologie, quand on dit qu'une population étrangère peut s'intégrer sans problème dans une population autochtone, dans la limite des 10%. Ce sont deux domaines, vous voyez, qui n'ont rien à voir et qui, les deux, nous donnent ce chiffre de 10%. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'avez pas parlé, mesdames notamment, dans votre exposé de chiffres, de la concentration des produits. Bon, évidemment, un alcool fort à 40% a une autre concentration d'alcool qu'un vin à 10%. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'humanité s'inscrit non pas dans 3 dimensions, mais dans la 4e, on est d'accord, le temps. Or, la consommation, oui, il n'a pas été dit non plus qu'une consommation de vin était moins nocive qu'une consommation d'alcool dans la mesure où elle était associée à un repas. C'est important. Ce qui est moins le cas des alcools forts, que je sache. Associé à un repas, prise de protéines, voilà, tout ce que disait le professeur Renaud quand il nous a expliqué le French Paradox. Bon, eh bien, à partir du moment où c'est pris d'un repas, où donc la consommation se passe avec cette composante du temps, sur une concentration faible, hein, 10-12%, il est évident pour moi, et par expérience, je crois que beaucoup le diraient ici, que les effets sur la santé seront totalement différents d'une consommation d'alcool fort, vous voyez pourquoi, Mme Laure, je vous posais la question, d'alcool fort, prise en général hors repas, sans alimentation substantielle, enfin sans manger. Là, effectivement, les effets peuvent être dévastateurs, on en est tous d'accord. Bon, donc là, on a compris votre question. Non? Comment? On a compris la question? Non, parce que j'attends la question. Ah ben non, mais la question, c'est une façon de vous dire qu'il serait temps de poser la question. Bien sûr, madame, mais la question, je vous soumets cette idée entre un produit concentré à 10%, cette notion de concentration, si vous voulez, qui n'est pas du tout prise en compte, ce qui me paraîtrait assez irresponsable dans un contexte scientifique. OK. Si vous voulez, Monsieur Gomez. Je voudrais un peu recadrer quand même. Disons 90% au moins des alcooliques ont pris de l'alcool pour l'effet. C'est-à-dire qu'à un moment donné de leur vie, ils ont trouvé que ce produit répondait à des besoins. M. de Beaurepaire parlait de la timidité, de la difficulté à être de M. Ameysen. Enfin, disons qu'il y a des effets propres de la molécule alcool qui font que ce produit est parfois choisi par une personne parce que vraiment c'est un produit qui les aide. Et je crois que Gérard Osterman a l'habitude de le dire, l'alcool c'est d'abord une solution pour quelqu'un avant, des années après parfois, de devenir un problème. Donc on n'est pas, si vous voulez, il y a un malentendu qu'il faut vraiment régler entre nous. Les gens qui sont piégés par le fait d'une consommation progressive, comme ça, excessive, il y en a toujours eu. Mais actuellement, avec les changements de façon de boire, c'est plus vraiment la question. Ce que je voudrais dire, en écho aussi, parce que la journée va s'achever, en tout cas notre table ronde, c'est que ce matin, on a mis en évidence des questions économiques. Je voudrais raconter une anecdote. Le jour où j'ai voulu faire la première journée, disons, d'information pédagogique, enfin de grands débats à Toulouse, ouvert à tous les acteurs du champ d'alcoolologie, en premier lieu les patients, je me suis d'abord tourné vers l'industrie pharmaceutique et d'abord je me suis tourné vers un laboratoire qui fabrique à la fois le baclofène
et une molécule dont on n'a pas parlé à tort, qui est l'espérale. Parce que l'espérale, c'est une aide à la décision volontaire de ne pas boire pour la journée. Et pris dans ces conditions, c'est un produit qui est d'abord encore meilleur marché que le baclofène et qui est éthique parce que ça respecte la liberté de la personne. Parce que la personne, comme on l'a dit ce matin, elle est décidée le matin de ne pas boire, mais malheureusement le soir, elle va avoir envie de boire. Et ça peut l'aider à certains moments, comme le baclofène l'aide énormément en début de parcours. Voilà. Et ce laboratoire ne m'a même pas répondu. C'est-à-dire que ce laboratoire, pourquoi il ne m'a pas répondu? Parce qu'il ne fait pas de l'argent avec ça. Il fait de l'argent avec d'autres molécules. Et ça ne l'intéresse pas. Donc, il se fout éperdument de l'intérêt de la population. Ce qu'il veut, c'est faire du fric, c'est tout. Et donc, il s'en fout. Et il y a comme ça des millions de gens qui crèvent parce que, précisément, ce sont des gens qui font marcher des systèmes économiques. Et c'est pour ça que c'est un très mauvais procès, à mon avis, à faire à la viticulture. Mais vous avez des petits-enfants par rapport à l'industrie pharmaceutique, même à l'industrie de la santé, parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même de plus en plus, tout au moins le secteur privé, tombe dans les mains de certains groupes qui font de l'argent avec la santé. Et ces gens-là se foutent éperdument quand même de l'efficience et des choses comme ça. Hein. Ils veulent faire du fric, point. Hein. Donc, à côté de ça, les gens qui essaient de soigner les patients qui sont tombés là-dedans, pour des tas de raisons, eh bien, ils n'ont pas les moyens. Et je pense qu'on est des alliés objectifs. C'est pour ça que je suis là aussi, pour que vous en preniez conscience. Et sachez qu'en nous aidant, peut-être vous allez inverser le mouvement vers la culture. Parce qu'en fait, c'est un combat pour la culture. Si je suis là avec des gens qui fabriquent du vin, c'est parce que je suis du côté d'une certaine culture, d'une certaine civilisation. On est en train de basculer dans une sorte d'acculturation et les addictions vont avec ça. Donc il faut en avoir conscience, quoi. Hein. Voilà. Alors, évidemment que cette table ronde ne pouvait pas se terminer sans une prise de parole de Jacques Dupont, l'auteur du célèbre dorénavant « Enivrez-vous ». Tu dois avoir honte, mon pauvre ami. Invignez-vous, merci Gérard. Non, c'était juste, je suis content parce qu'on n'a pas eu la dégoulinade de chiffres contre lequel on est toujours en train de discuter et contre lequel je me bats un petit peu parce que j'ai eu à débattre avec Catherine Hill, qui n'aime pas beaucoup l'INCA, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref, et qui m'opposait les 49 000 morts découverts l'année dernière contre 45 000 morts en 1995. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec plus de morts alors qu'on consomme moins, et moins de morts quand on consommait plus. Ce qui a entraîné un petit peu à une espèce de raisonnement par l'absurde qui signifiait que moins on boit d'alcool, plus on meurt, et plus on boit d'alcool, moins on meurt. Bon. Je suis content qu'on soit sorti un petit peu de ça, mais je voulais vous poser une question à vous deux, aux deux cancérologues. On voit des chiffres sur le premier verre de vin. Françoise Mornex, vous avez montré que tous les organismes ne sont pas d'accord. On peut boire 2 verres, 1 verre, 3 verres. Il y a une espèce de débat là-dessus qui n'est pas très clair. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, une étude de fait, en prenant un échantillon de 1000 personnes, à qui on interdit de boire tout alcool ou tout vin pendant 10 ans, et on fait un constat pour voir s'ils ont plus ou moins de cancer. Est-ce qu'on a pris 1000 personnes à qui on a dit buvez 1 verre de vin tous les jours et on constate après s'ils ont attrapé un cancer ou pas? Est-ce qu'il y a eu un échantillon de 1000 personnes à qui on a dit vous buvez 2 verres de vin par jour et on verra au bout de 10 ans si vous avez plus de cancer ou pas? D'où sortent ces chiffres qu'on nous assène en nous disant dès le premier verre de vin on augmente le cas de cancer? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'il y a eu des études épidémiologistes sérieuses, pas celles de Madame Hill, merci, mais des études sérieuses de fait là-dessus? Je vous rappelle quand même que Madame Hill, dans ses 49 000 morts, oublie un petit peu de déduire les gens qui consomment du vin et qui fument en même temps. Merci. Bon. Alors, une réponse. Il faut lui répondre parce que visiblement il fait une fixette sur Madame Hill, donc essayez de l'apaiser. Je ne la connais pas personnellement, donc je n'ai pas d'opinion. Je lis la littérature et les équipes de l'INCA font de l'expertise et lisent la littérature scientifique et l'analyse en fonction de son degré de robustesse. Il y a une méthodologie pour les essais cliniques. D'abord, il y a des méta-analyses très robustes qui ont été faites sur plus de 100 articles scientifiques d'études contrôlées
qui prouvent qu'il existe un risque faible. Je ne dis pas qu'il est important, mais à partir du premier verre, on le détecte. Et là encore, c'est pour ça qu'il est difficile de donner un seuil. Un seuil, c'est un choix de société, c'est un choix de prise de risque. Pourquoi en France, on choisit une limitation de vitesse à 130 et en Allemagne, ce sont des choix de société. Nous ne sommes pas là pour dire au-dessous, nous ne pouvons pas dire en dessous de 3 verres, vous ne risquez rien. Scientifiquement, ça n'est pas vrai. Et par rapport à l'étude que vous demandez, il y a une étude très sérieuse qui a été faite non pas en suivant des gens pendant 20 ans qui ne boivent pas et en les comparant à des gens qui boivent, mais il y a une étude rétrospective où on a pris 160 000 personnes atteintes de cancer et on les a triées, on a regardé ceux qui ne buvaient jamais, pour des raisons multiples et variées, il y a des gens qui ne boivent jamais, culturelles parfois, religieuses, et on les a comparés aux personnes qui, dans leur vie, avaient bu et qui étaient classées en fonction de la quantité d'alcool qu'ils avaient bu. Et on percevait un risque faible d'augmentation de 10% du cancer du sein, de 10% du cancer colorectal dans la population de ceux qui avaient bu par rapport à ceux qui n'avaient jamais bu. De même, un risque augmenté de 29% de cancer ORL entre ceux qui avaient bu et ceux qui n'avaient jamais bu. Ce sont des études épidémiologiques très robustes. Alors, je comprends bien que ça nous gêne tous. On a tous envie de boire notre verre de vin. Je le comprends. Je ne suis pas là pour dire « arrêtons de boire ». D'ailleurs, c'est souvent le thème des pamphlets que je lis par-ci et par-là. Non, personne ne souhaite dire en France « arrêtons de boire ». La question est, quel est le seuil et le choix individuel que nous acceptons, quel est le risque individuel que nous acceptons de prendre chacun pour notre santé. Peut-être que certains ont un risque cardiovasculaire extrêmement important dans leur famille et vont dire, ben voilà, moi je choisis de boire, pourquoi pas, et puis je décide de ne pas conduire vite et je décide de faire du sport de combat. D'autres peuvent dire, j'ai des risques de cancer extrêmement importants dans ma famille, je vais peut-être éviter plutôt l'alcool et faire de l'activité physique et manger sainement des fruits et des légumes. Après tout, ce sont des choix individuels. Donc ne demandez pas à une agence d'expertise scientifique de donner un seuil. C'est un choix de société, c'est un choix individuel. Alors Françoise Mandec, vous aurez le dernier mot, parce qu'ensuite nous allons aborder les aspects juridiques de la loi E20. Donc allez-y. Et puis Je voudrais également répondre à Jacques Dupont, parce que cette étude que vous mentionnez, on en rêve tous. On rêve tous d'une étude prospective particulièrement bien faite, avec la méthodologie qu'on décrit, qui nous permettrait de nous projeter dans l'avenir avec 3 ou 4 catégories de personnes, non pas de patients, mais de personnes, et au bout du compte, 5 à 10 ans, comme on le fait toujours avec le cancer, regardez les résultats. Je crois que l'extrême difficulté de mettre en place ce type d'études, si elle n'existe pas, c'est que pour un même cancer, il n'existe pas une cause, mais des causes. On a énormément minimisé, parce qu'on n'en était pas très conscient, le rôle des virus. On sait que les virus augmentent le risque de cancer du foie et que c'est un problème de santé publique qui est mondial. Donc, pour arriver à trouver une étude suffisamment bien faite pour qu'elle prenne en compte les aspects protecteurs dont je parlais tout à l'heure, l'exercice physique, ces fameux fruits et légumes dont on a entendu parler, et de l'autre côté, les risques avec l'alcool, avec le tabac, avec les virus et avec d'autres choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qu'on découvrira peut-être dans 5 ans. Quand on fait une étude et qu'on se rend compte ensuite qu'il y a un nouveau risque qu'on ne connaissait pas, mais qui vient polluer tous les résultats, on n'a pas la possibilité de donner des résultats qui soient purs et qui soient simples. Et je crois que cette étude, elle est nécessaire, mais elle demanderait un nombre de personnes extrêmement important. Et non, elle n'est pas à notre disposition et non, elle n'est pas prévue. Mais vous avez tout à fait raison, nous en avons besoin. Merci. Très bien, merci beaucoup à tous.